Merci beaucoup Caroline. Je voulais te féliciter d'avoir réussi cette entreprise de rassembler dans la France des gens autour de cette problématique des expressions psychiatriques des maladies génétiques rares, et puis remercier Laurence Fèvre pour l'accueil magnifique qu'elle nous fait aujourd'hui. Nous avons passé une excellente soirée. Hier, le vin était excellent et la compagnie agréable. Alors le syndrome de Jacob, finalement, c'est avoir un chromosome Y surnuméraire. C'est une pathologie qui a été retrouvée il y a maintenant longtemps, en 1961, avant que Caroline ne soit née. Et c'est sur sa fréquence, en fin de compte, c'est sujet à débat, puisque l'analyse génétique n'est pas du tout faite de façon extensive, donc on ne connaît pas la fréquence en population générale. On l'estime autour de 1 sur 1000, et on a dans une cohorte anglaise une estimation, puisque là c'est un panel de personnes qui ont été séquencées, et donc on pouvait savoir quelle était la fréquence des maladies, et on estime à peu près que c'est de ce niveau-là, avec l'idée que 70% ne sont pas diagnostiqués, et que c'est pourtant une pathologie qui va faire perdre de l'espérance de vie. Alors c'est plutôt des sujets de grande taille. Qui dit grande taille dit plus de poids. Qui dit plus de poids, de développer avec un R aurait été mieux. Un diabète de type 2, souvent avec une macrocéphalie, quelques cas rapportés de spina bifida, et puis des anomalies morphologiques au niveau des mains, et puis un hypertellurisme et des anomalies dentaires. Enfin, rien de bien spécifique. Vous voyez qu'à chaque fois, ce n'est pas 100% ou 95%, mais c'est à peu près la moitié des sujets qui peuvent avoir ce type d'anomalie. Du point de vue neuro, on voit fréquemment des anomalies du tonus, plutôt sur le mode de l'hypotonie. Une association avec l'épilepsie relativement fréquente, et puis fait qui n'est pas forcément très évident, mais qu'il faut garder en clinique, surtout chez ces sujets, lorsque vous les hospitalisez, c'est le risque de thrombose veineuse profonde, avec un risque qui est augmenté d'un facteur 7. Et puis vous voyez que vous avez un certain nombre de pathologies qui peuvent y être associées. Une infertilité, une puberté qui est normale. Moi, quand j'avais la notion qu'ils avaient plutôt des petits testicules, puis en fin de compte, quand j'ai lu la littérature, c'est pas si évident que ça. Pas de différence avec des contrôles sur la concentration plasmatique de testostérone, et pour autant, ce sont des sujets qui sont plus à risque de recevoir des anti-androgènes. Et puis, vous avez quelques études, dont une publiée en 2020, qui montrerait qu'il y a une relation entre une faible concentration d'inhibine B et les comportements autistiques et l'altération des interactions sociales. Une étude montre que du point de vue morphologique, il existe des différences entre le cerveau de sujets X, Y, Y et des contrôles, avec une augmentation de la substance blanche que vous pouvez voir dans le panel A, et une augmentation de la surface cérébrale totale sur le panel B. Dans les zones, vous voyez, quand c'est en bleu, ça veut dire que c'est plus faible, et puis plus vous allez vers le rouge orangé, et plus ça veut dire qu'il y en a plus. Alors du point de vue des troubles du neurodéveloppement, ils sont fortement associés avec le syndrome de Jacob. On dit qu'en moyenne, ça n'a pas grand sens, mais en moyenne, c'est 10 points de QI en moins. En fin de compte, vous avez des syndromes de Jacob avec QI totalement normal, et puis avec des déficiences intellectuelles sévères, qui correspond à peu près à 10% des sujets qui ont un syndrome de Jacob. Par contre, le retard de langage est extrêmement fréquent, voire quasi constant.
Et vous avez 46% d'enfants qui sont atteints par ce syndrome, qui nécessitent une éducation spécialisée, et à peu près les 2/3 qui ont des troubles des apprentissages. Comme dans tous les troubles, l'intensité des altérations cognitives est reliée aux troubles du comportement. Ce n'est pas du tout spécifique au syndrome de Jacob. C'est un facteur de risque pour les TSA et pour le TDAH. Si on regarde en dehors de ces troubles neurodéveloppementaux, d'autres troubles neurodéveloppementaux, mais à survenue plus tardive, comme la schizophrénie, c'est SSD, bipolaire disorder, BPD, et mood disorder, la dépression récurrente, vous voyez qu'il y a une faible association, un faible facteur de risque. Ils sont plus à risque, mais ce n'est pas énorme non plus. Vous en avez pas mal où vous voyez que la barre va rejoindre le 1. Alors, vous savez, vous ne savez pas, mais peu importe, que ce XYY, c'était le chromosome du crime. Hein, c'était associé, c'était des études écossaises anciennes qui ont pris dans des prisons, etc., et qui ont fait des cariotypes et qui ont dit, oh ben là, il y a un surnombre de personnes XYY. Et au cours du temps, cette association s'est avérée ne pas être une association réelle pour 2 éléments. Comme je vous le disais dès le départ, 70% des XYY ne sont pas diagnostiqués, et probablement que c'est quand même ceux qui n'ont strictement aucun trouble, et donc qui ne vont pas avoir de problème d'agressivité. Et puis aussi, n'étaient pas pris en compte d'autres facteurs environnementaux que la génétique qui expliquent les comportements violents, qui peuvent être le QI, le niveau socio-économique, le statut marital, en fin de compte, la précarité sociale. Et lorsque l'on met dans l'analyse ces facteurs-là, on s'aperçoit que le surrisque, il est à 1,04, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de surrisque, sauf pour les abus sexuels qui restent augmentés d'un facteur, qui restent 3 fois plus fréquents chez les sujets avec syndrome de Jacob qu'en population générale. Alors, nous, à Rouen, on a une spécificité, c'est qu'on reçoit de toute la France des patients ayant des comportements défis extrêmement sévères. Et dans cette cohorte de patients que nous prenons en charge, eh bien, il y a des syndromes de Jacob. Et donc, on en a fait l'analyse de ce que ça avait donné lorsqu'on les avait mis sous clozapine. Donc il y en a 5, dont 4 qu'on a traités à l'unité pour malades difficiles et 1 dans l'unité pour psychose résistante. Vous voyez qu'on les a pris en charge globalement dans la trentaine d'âge, que le cariotype avait été fait plus ou moins tardivement, un qui avait été fait en anténatal et pour la plupart d'autres qui l'avaient été beaucoup plus tard dans leur vie. Et tous ces patients ont été prélevés pour faire un génome, pour essayer de comprendre pourquoi ils sont aussi différents au sein de la famille du syndrome de Jacob des autres syndromes de Jacob. Alors, en fin de compte, ils illustrent tout ce que je vous ai dit. Ils sont grands, ils sont obèses, ils ont un IMC important, ils ont une macrocéphalie, ils sont nés à peu près à terme, sauf le patient 3, et c'est aussi pour ça qu'il avait eu son cariotype avant. Il y a eu des grossesses pathologiques pour tous, et la précarité socio-économique est extrêmement élevée, et ils ont pratiquement tous été placés dans des milieux protégés comme l'ASE. Enfin, protégés, c'est peut-être beaucoup dire, mais...
Ils ont des pathologies associées, vous pouvez voir, alors c'est un peu de tout, hein. L'asthme est une pathologie qui est fortement associée avec le syndrome de Jacob. Pour quelle raison? Je n'en ai aucune idée, mais le fait est que épidémiologiquement ça ressort, et chez nos patients ça l'est. Ils n'avaient pas d'anomalie de l'IRM qui pouvait expliquer leurs troubles du comportement, et ils avaient des anomalies EEG qui étaient inexistantes. Alors, ils ont tous été admis pour des hétéroagressivités qui étaient franchement très très problématiques, hein. C'est des patients qui ont été condamnés pour des viols, qui ont généré un nombre d'accidents du travail complètement hallucinant. Et qui avaient pour trois d'entre eux, aussi des comportements mutilatoires. L'âge des premiers soins, vous voyez qu'ils ont été pris en charge très jeunes, en fin de compte, hein, et que étaient associés personnalité antisociale, troubles d'usage des substances, PTSD, syndrome d'alcoolisme fœtal, un qui avait des TCA. En fin de compte, pas de diagnostic de schizophrénie, de trouble bipolaire ou je ne sais quoi. Ils avaient tous été pris en charge avant l'âge de 18 ans et ils avaient évidemment tous des antécédents de violence puisque c'était bien pour ça qu'ils venaient. Et pour 3 d'entre eux sur 5, ils avaient fait l'objet de condamnations. Donc on a retrouvé une déficience intellectuelle chez les 5 patients, un TSA chez 3 patients sur l'ensemble, un TDAH chez 1. Et vous voyez que pour ceux chez qui on a pu faire une évaluation de l'efficience intellectuelle, elle est franchement basse, qu'ils avaient tous eu des troubles des acquisitions et des apprentissages, et que très peu d'entre eux n'avaient pu faire d'études, voire aller à l'école. Alors pour évaluer l'effet des thérapeutiques sur les comportements violents, on utilise de façon quotidienne l'OAS. L'OAS, ça veut dire Overt Aggressive Scale. En fin de compte, c'est vous cotez s'il y a eu des coups sur une personne, s'il y a eu une automutilation, s'il y a eu des cris, et si ça a nécessité des mesures particulières. C'est une façon de coter qui peut paraître un peu rudimentaire, mais elle a la qualité d'être faite, car dès qu'on prend des éléments dans les services qui soient plus complexes, la plupart du temps, ça n'est pas fait. Et donc là, on a comparé les 15 jours qui précédaient la mise sous clozapine et les 15 jours à partir des 6 mois d'introduction de la clozapine. Donc vous avez une différence entre J0 et J6 mois. Pendant 6 mois, la personne est exposée et on va regarder sur 15 jours le nombre de jours avec l'agressivité. Donc vous voyez que c'est des sujets qui sont sévères puisqu'ils sont en moyenne à 9 sur 15 jours où il y a un problème et ça tombe à 4 en moyenne lorsqu'ils sont traités par clozapine. Est-ce que ça a un effet sur le reste de leur traitement pharmacologique? La réponse c'est oui. Quand on regarde la dose exprimée en équivalent chlorpromazine d'antipsychotiques qu'ils reçoivent va fortement baisser une fois qu'ils sont mis sous clozapine et la coprescription de benzodiazépine va fortement diminuer également. Benzodiazépine qui chez les sujets avec une efficience intellectuelle de ce niveau-là est franchement délétère, eh ben c'est plutôt pas mal. La tolérance de la clozapine, un seul sujet a présenté à M3, 2 sujets ont présenté à M3 des crises d'épilepsie qui ont bien rétrocédé par un traitement par urbanil initialement et par lamotrigine secondairement. La sédation, qui habituellement est un vrai problème de la clozapine, chez ces personnes-là n'a pas posé de problème. La constipation, c'est constant chez les personnes sous clozapine à forte dose.
Et puis, alors le poids, bon, alors il y en a un certain nombre qui ont perdu du poids, voire qui n'en ont pas pris. C'est un peu particulier à notre unité où ils font énormément de sport et où le contrôle alimentaire est extrêmement élevé. Donc ça, je pense que c'est pas du tout, il ne faut pas en tenir compte. Alors, on avait fait à peu près le même type d'études chez des patients avec TSA et déficience intellectuelle sévère sur les troubles comportement défi qui montraient un effet du même type. Et on voit là la même chose dans le syndrome de Jacob. Ça permet de réduire les co-prescriptions. La tolérance, elle semble identique, voire peut-être même un peu meilleure à celle des patients avec schizophrénie. Et tout ce travail a été possible par Mario Bino, qui est chef de clinique, et c'était son sujet de mémoire de DES, et le docteur Bilal Bendib, qui est chef de service de l'UMD de Rouen. Je vous remercie de votre attention.